Eh bien, bonjour, je vérifie juste que ça marche. Voilà, donc, eh bien, si vous prenez le train en route, bienvenue. Et sinon, ben voilà, l'enregistrement du troisième épisode de ce merveilleux let's play sur Crusader Kings 2. Donc, on va reprendre là où on s'en était arrêté. Et bien entendu, couper le son de la vidéo Twitch derrière, sinon je vais m'entendre parler, ça va être assez horrible. Ok, donc. Hop. Ce Hop. samedi, Pouet, jackpot on va faire loto comme si on exceptionnel n'entendait pas de le 10 millions début. d'euros minimum. Chaque jour est une chance. Voilà. FDJ. Une fois que c'est en mute, ça va aller mieux. Voilà. Désolé pour le petit cafouillage du début. Hop, je remets mes fenêtres dans le bon ordre. Voilà, on n'a rien vu, c'est parti. Donc on reprend là où on s'en était arrêté. Donc on s'était fait voler notre capitale d'Écosse par des marauds révolutionnaires qu'on va pas laisser s'installer comme ça chez nous. Parce que King in the North, tout ça, tout ça. J'ai des petits problèmes de logiciel qui rame, qui continue à ramer, donc j'espère que vous voyez quelque chose. Sinon c'est pas bien grave, on recommencera. Voilà, donc le résumé des épisodes précédents pour ceux qui se seraient pas tapé les 5 heures du début de partie, c'est que en fait on a à peu près réussi à unifier l'Écosse, que mon roi actuel vient de monter sur le trône, donc le roi Canual, qui n'a donc pas beaucoup de légitimité parce qu'il a dû partager avec ses deux frangins une grosse partie du territoire. Donc je suis à la tête d'une armée où j'ai peu de vassaux directs et peu de soldats à moi, donc c'est un petit peu un problème. Mais je viens de confisquer les titres de noblesse d'un traître et de ce fait je crois récupérer quelques vassaux qui devraient se battre pour moi si tout va bien. Du coup, ben, ça commence bien, nous sommes en l'an 798 et j'ai 1 milliard de messages qui s'affichent absolument partout. Donc on va essayer de régler les problèmes un à un, puisque cette situation est un petit peu délicate, puisque mon objectif est de reprendre donc la province de Fib, parce qu'on veut faire installer la Fib partout en Écosse. Donc je risque évidemment de perdre ce titre lors de la succession, c'est celui que je viens, donc la haute chefferie de Fort Rioux, que je viens de confisquer au maudit rebelle, donc que j'ai mis des années à écraser et qui m'a fait perdre donc ma capitale parce que j'avais 15 révolutions en même temps partout. Donc je vais le perdre lors de la succession parce que à peu près tous les gens qui habitent en Écosse sont prétendants dessus, évidemment. Et que je n'ai pas de fils. Ça c'est un vrai problème, puisque en cas de décès, et c'est tout à fait possible que je finisse par décéder parce que je ne suis pas jeune, j'ai 38 ans, ce n'est évidemment pas, hélas, ma femme, la princesse de Bavière, qui hériterait du trône, ni mes filles malheureusement, mais mon obscur demi-frère, Alisander d'Alban, qui est quand même de ma famille, donc c'est pas trop mal, et qui est plus puissant que moi, donc c'est un vrai souci. En même temps, je peux pas faire grand chose, je peux toujours créer mon fameux duché des Orcades et mon duché de Dalriata, sauf que ça coûte cher et que j'ai pas de sous. Je peux éventuellement usurper ce territoire, mais là c'est pareil, ça coûte beaucoup plus cher que ce que j'ai dans les caisses du royaume. Est-ce qu'on a vraiment envie de devenir roi de Lot comme dans Camelot? Je ne sais pas. Le fameux Alisander d'Alban, je peux l'emprunter, je peux éventuellement essayer de le mettre en prison. Mais pas de lui confisquer ses titres parce que là c'est la révolution assurée. Alors je vais le laisser tranquille pour l'instant parce que simplement comme je disais, il est beaucoup plus puissant que moi. Donc on va le laisser tranquille. Ça on avait vu, c'est une succession un peu foireuse dans un bout de mon royaume, peu me chaud, ça devrait bien se passer. Alors j'ai des actions spéciales qui sont possibles, tiens je ne connaissais pas. Ça doit être lié à Way of Life, donc le 8ème DLC. Alors,
je peux me cacher contre les complots, mais évidemment je passerai pour une baltringue, donc on va essayer d'éviter de faire ça. Je bouge un peu ma fenêtre, mais non, tout va bien. Donc pour le moment je ne vais pas le faire. Je vais quand même aller regarder la liste des complots derrière, parce que si c'est pour me faire assassiner tout de suite, ça enverrait le royaume à Patresse. Et je n'ai pas de maréchal, ça c'est un peu embêtant. Donc toi tu t'en vas avec tes histoires de te cacher. Donc je n'ai pas de maréchal, et qui est-ce que j'ai à ma cour qui pourrait faire ça? C'est pas la fête, hein, c'est... Alors j'ai beaucoup de gens massivement incompétents, j'ai un vassal qui est déjà les chansons de ci et de ça, qui est vaguement héritier de trucs, je vais lui donner un biscuit, ça lui fera plaisir. Et je vais l'envoyer former des troupes au seul endroit où j'ai des troupes. Mon armée passera peut-être merveilleusement de 200 à 300 soldats, on ne sait jamais. Ensuite, que se passe-t-il? Oh, j'ai un allié qui m'appelle aux armes, donc ça va pas aller bien loin parce que je peux pas faire grand-chose. Donc c'est Tassilo Agilofing, je ne sais pas qui c'est. C'est pour aller me battre contre le roi d'Italie, c'est loin, ça mange pas de pain, si je le fais pas je perdrai du prestige. Ah mais c'est ma femme qui me demande d'intervenir au nom de la Bavière. Allez, on va dire que symboliquement j'accepte, en espérant qu'il va gagner sans mon aide et que j'en garderai tout le prestige. Donc bon voilà, en attendant, bien, je peux faire assez peu de choses. Ah oui, j'avais demandé des rançons pour divers personnages sans intérêt, notamment des enfants absolument sans titre et sans prétention sur rien du tout qui traînaient dans mes prisons, donc je les ai revendus à leurs tuteurs légaux. Ça diminuera le budget biberon dans les prisons écossaises. Et je persiste à penser que la place d'un enfant n'est pas forcément dans une geôle au Moyen-Âge. Qui rentrent chez eux et j'espère qu'ils seront extrêmement reconnaissants de ma clémence. Enfin de ma clémence ou de mon gâtisme, puisque j'avoue que je ne sais plus extrêmement bien pourquoi ils étaient en prison. Alors, voilà déjà les catastrophes. Donc j'ai mon vassal, le chef Ganant de Filac, qui évidemment profite de ma faiblesse pour se réclamer roi d'Écosse. Alors, mon principe étant de ne jamais céder, même avec mon armée de 220 bonhommes, je vais lui dire que c'est non. Donc je ne sais pas si j'ai la moindre chance de gagner cette guerre. En même temps, je pense que je peux recruter une armée de mercenaires pour lui faire rendre gorge. Donc on va dire non, on ne me fera pas chanter. Voilà, donc il a fait son petit truc. Moi, je lève mon armée, j'appelle mes vassaux à la guerre. Ça commence, comme qui dirait, sur les chapeaux de roue. On va voir comment ils répondent. Ah, mais voilà, maintenant il y a tous les autres, mon maréchal que je viens de nommer qui se rebelle aussi, évidemment. Donc le roi de Tassilo de Bavière, je vais quand même lui demander... Ah bon, il viendra jamais m'aider, donc c'est pas la peine. On ne me fera pas chanter, Tout le monde se révolte. Alors ce que je vais faire, avant que ça devienne la bagarre... Je vais hélas dépenser beaucoup trop d'argent pour une armée de mercenaires. Eux ils sont combien ? Alors je pourrais pas les garder longtemps parce qu'ils coûtent cher. Allez, Adalgari. Hop, c'est parti. Plein d'autres vassaux bizarres qui me disent non, 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 on viendra pas vous aider parce que voilà. Parce qu'on va faire exactement la même chose. Et d'autres qui sont un peu plus sympas qui m'envoient des renforts.
Alors, c'est pas forcément, pour ceux qui sont pas ultra familiers des guerres de rébellion dans les débuts de partie de Crusader Kings 2, c'est pas forcément une mauvaise chose quand un début de règne commence par des rébellions mineures comme ça. Parce que, j'ai plein de choses qui m'arrivent, on va voir après. Parce qu'en fait, ça permet de se débarrasser des vassaux les plus virulents en début de règne, de calmer un petit peu les autres, et en gros, on peut partir du principe que ceux qui sont d'accord pour collaborer en début de règne, il y a peu de chances qu'ils trahissent après, notamment si on les récompense en leur donnant des fiefs. C'est pas pour rien qu'il y ait des gens qui ont fait des modes Game of Thrones en fait pour Crusader Kings 2, c'est que ça s'y prête très bien parce que ça retranscrit très bien un peu les liens de féodalité justement. Donc là justement avoir deux petites rébellions de 300 et 500 hommes au début, bah, ça peut quand même m'aider. Alors là j'ai deux fiancés qui peuvent se marier. Alors qui est-ce? Ma tante qui est beaucoup plus jeune que moi, ça arrive dans cette époque où on peut faire des enfants à la fois très tard et très tôt. Et ah, c'est le fameux empereur du Saint-Empire romain. Ouh là, c'est une alliance que j'avais organisée du temps de mon père, de feu mon père, oui, donc pour avoir éventuellement des petits-enfants qui seraient quand même empereurs de Byzance, c'est pas forcément un mal, même si je n'aurais que des prétentions mineures là-dessus, donc on va lui dire oui à ce brave monsieur, bien entendu. Monsieur Siméon Isoros. Donc on accepte. Donc je l'ai validé 2 fois, hein, c'est pour ça que vous avez eu un message d'erreur. Preuve d'une terrible prudence. Alors moi, mon ordinateur broute un peu, ça va passer normalement, c'est toujours lié au fait qu'il fasse un petit peu chaud. Ah oui, alors du coup je n'ai plus de maréchal, puisque mon maréchal m'a trahi. Ouh, et bah derrière on commence à taper dans les gens qui sont pas très compétents. Bon, on va demander au chef de lutte, au chef Oswald. Alors vous savez, il y a toujours cette décision que je pourrais prendre de demander à une armée tribale de venir m'aider, or je n'ai pas suffisamment de prestige pour le faire. Ah, il y a des gens qui complotent pour me tuer, comme si j'avais pas assez de problèmes en même temps. Bah c'est le fameux roi d'Alban, hein, donc qui essaye de me faire zigouiller. Ça, il faudra que je m'en occupe après la guerre. Ce sera probablement, je le crains, mon prochain conflit. Alors il faut pas que la guerre, d'ailleurs, hop, faut pas que la guerre dure trop longtemps parce que je peux pas me payer ces mercenaires là ad vitam. Alors, au cours d'une mission visant à fabriquer une revendication, mon chancelier a été tué. Ce début de règne est un peu catastrophique quand même. Donc je n'ai plus de chancelier. Il faut que j'en trouve un autre. Et évidemment, on tombe tout de suite sur des gens pas très compétents, mais c'est pas grave. On est un peu dans l'urgence. On va faire avec. Bon, alors, mes ennemis n'ont quand même pas des défenses extraordinaires, donc je vais accélérer un peu en prenant le siège. De toute façon, tous les mercenaires qui vont mourir sur les murailles, j'aurai plus à les payer, donc c'est déjà bien. Voilà pour me dire qu'il y a 62 aventuriers qui se joignent à moi. Ça mange pas de pain. Pourquoi j'ai perdu là? Ah, j'ai échoué contre les murailles. Ah non, non, c'est un siège que j'ai perdu un peu à côté, mais ça c'est pas grave. Bon, ces 6 clowns là, on va les... Donc l'armée de Dresde, ils essayent de m'envahir, on va leur couper la route. Voilà, et on va aller les écraser sur leur territoire. Bon, ça va être une guerre que je vais gagner normalement sans trop de problèmes, parce que l'argent des pillages suffit à compenser la paye des mercenaires, donc ça va aller. Donc, alors le haut chef Jérôme, donc qui est mon autre demi-frère, il a créé le titre de la chefferie, de la haute chefferie de Insei. Ah, mais zut, mes vassaux peuvent créer des chefferies. Oh bah ça va, c'est pour des prétentions sur le territoire que je suis en train de reconquérir, donc il va pas se plaindre, du moins pas tout de suite.
hop, je reprends mon territoire. Voilà, ça c'est fait. Et normalement, on va achever la guerre comme ça. Alors, hein, décidément, il n'y en a pas un qui veut pas ma peau. Alors... Oh bah c'est encore la haute chefferie de Fort Ryu. C'est le roi Karurost contre lequel je suis déjà en guerre. Merci mon maître espion, ça me fera qu'un motif de plus pour aller lui expliquer ma façon de faire. Donc là j'entame, je les poursuis pas en fait parce que j'ai un évêché qui est un petit peu compliqué à prendre, qui a 1000 défenseurs. Autant le faire, de toute façon maintenant ils peuvent plus s'échapper là de leurs îles tout au nord de l'Écosse. Alors là la guerre est terminée. Parce que le casus belli n'est plus valide. Alors ça j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ça s'est arrêté. Bon, enfin bref, semble-t-il que j'ai gagné la guerre. C'est peut-être à cause de l'histoire de la création de la chefferie justement. Du coup, deuxième étape. Donc il me reste le fameux comment il s'appelle, le chef gros nul, qu'on va aller pareil, on va aller lui expliquer. Alors tout ça évidemment retarde d'autant ma reprise de Fib qui est le territoire que je convoite le plus, ne serait-ce parce qu'il a un gros château avec une grosse armée dedans. Hop. Donc là je libère mon propre territoire. Donc voilà, là, Karurost il a plus d'armée. Et il a qu'un tout petit territoire que je vais finir de... Je vais envahir assez rapidement. C'est incroyable à quel point ces gens se battent pour un territoire, pour des territoires aussi pauvres et aussi nuls. Donc, alors, on me parle d'un scandale sexuel à ma cour. Alors on a vu dans les morceaux précédents de ce let's play que j'ai tendance à être plutôt libéral en la matière, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas des complots visant à m'assassiner en général, je laisse les gens magouiller entre eux. Et donc là, on me parle du roi Alisander d'Alban, qui est mon fameux demi-frère, qui essaye de me faire assassiner. Donc je peux soit le dénoncer en public et l'arrêter dans la foulée, soit le menacer pour qu'il renonce à ses complots, soit garder tout ça pour moi. Je vais quand même essayer de le faire chanter, sachant que c'est un événement que je n'ai jamais testé dans Crusader Kings 2, donc on va bien voir ce qui se passe. Menaçons notre demi-frère. Mon vrai demi-frère en vrai est très gentil, donc je ne ferai jamais ça dans la vraie vie. Donc le roi Alisander a moqué mes preuves. Il m'accuse d'être de me mêler à faire de la politique politicienne, etc., etc. En fait, tout ce que ça fait, c'est qu'il me déteste encore plus qu'il me détestait avant. C'est pas grave, de toute façon, il en est déjà au moment où il veut m'assassiner. Tiens, j'ai un enfant qui n'a pas de tuteur. Ma demi-sœur, qui est donc la fille... La fille de mon père et d'une courtisane. Ah oui, c'était l'enfant illégitime qu'on avait vu à un moment donné. Ah mais c'est Ulule, oui je l'avais nommé Ulule parce qu'il me proposait un truc assez similaire. À qui on va la confier? Alors je crois que Gisela, princesse de France, ne m'aime pas trop. Mon arrière-belle-mère, je ne sais pas comment on dit. Bon bah donnons-lui ça à faire, ça l'occupera. Alors pendant ce temps, je rappelle que je suis quand même engagé officiellement dans une autre guerre au fin fond de l'Italie, qui se passe tout à fait sans moi, et dans le camp dans lequel je suis engagé a l'air de gagner. Donc, moi je ne perdrai pas follement du prestige.
C'est un peu comme le Mexique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était officiellement du côté des Alliés et qui a envoyé, je crois, 2 avions de ravitaillement qui n'ont pas volé. Voilà, c'était la contribution du Mexique à la Seconde Guerre mondiale. Je crois que si, il y a peut-être un avion mexicain qui a dû larguer une bombe sur les Philippines ou un truc comme ça. Genre de collaboration, on est avec vous mais de loin. Donc là le siège s'attarde un peu parce que j'en suis au stade de la partie où je n'ai pas encore d'arme de siège, etc. Alors, ma fille Sarah, se querelle souvent avec d'autres bambins. Alors, est-ce qu'on a... Quelles sont pour l'instant les tendances de Sarah? Elle n'en a pas vraiment. Si ce n'est qu'elle est forte. Vu que j'ai pas l'air pressé de faire des fils, il est possible que Sarah elle ait un rôle assez puissant dans mon merveilleux rôle, dans mon merveilleux empire, dans les années à venir. Donc que faire? On va dire que c'est une bonne nouvelle. Ou alors peut-être pas. On va essayer de canaliser son énergie sur autre chose. C'est bien qu'elle soit énergique, il ne faut pas qu'elle soit colérique. Et le résultat, c'est que elle se laisse aller à la paresse. Bon, bah, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est ça d'être un parent. En même temps, elle a 5 ans. On peut vraiment juger de l'avenir de tout un enfant et de toute une dynastie sur le fait qu'il soit paresseux à 5 ans. On a bien le temps d'apprendre la trigonométrie un peu plus tard. Donc voilà, il me reste encore, comme dans toutes les provinces écossaises, hein, donc il y a bien une capitale de clan et un évêché. Et en général, l'évêché est un peu relou à capturer puisqu'il est mieux défendu. C'est bien si ça dure pas trop, puisque là je commence à être un petit peu à court de liquidité. On imagine que Karurost ne savoura pas vaincu. Ou qu'il est vilain. Sa femme elle est vilaine aussi. Donc il va attendre d'avoir perdu la guerre à 100%, ce qui est toujours cette... petit problème de l'intelligence artificielle qui ne veut jamais s'avouer vaincu dans Crusader Kings 2, même quand les carottes sont plus qu'archi-cuites. Et pendant ce temps, on change de siècle. Bienvenue 9e siècle. Eh bien, j'entends une toute petite voix qui crie des insultes au fond de la pièce. Que se passe-t-il? Ah mince. J'ai des problèmes de Freebox qui surchauffe derrière. J'espère que ça n'a pas bousillé mon stream. Bien sinon c'est pas grave, je parlerai dans le vide. Ce qui ne changera pas de d'habitude puisqu'il y a assez peu de gens qui suivent cette retransmission. Tout ça pour dire que en attendant, ça peut arriver dans la vie, j'ai gagné un point d'intendance. Ça veut dire que normalement je devrais avoir un peu plus de sous. Et j'aimerais bien que ça marche comme ça dans la vraie vie. Voilà, donc là j'ai gagné la guerre contre Karurost, qui va évidemment être immédiatement incarcéré. Donc je renvoie mes mercenaires. Donc la principale conséquence, c'est que si je vais visiter ma prison, je vais donc retrouver les deux personnes que j'ai vaincues, Tarla et Karurost, donc en prison. Alors je vous rappelle qu'un de mes principaux problèmes c'était de ne pas avoir de territoire. Enfin, j'ai un territoire mais j'ai pas de... Je ne retrouve pas mon mot. Je n'ai pas de fief personnel. Voilà. J'en ai qu'un tout petit. Et on m'a privé du vrai. Donc, un des trucs qui est chouette quand on a gagné une guerre, surtout une guerre de rébellion, c'est qu'on peut annuler les titres des gens. Alors en général après les enfants ont des revendications dessus. Mais du coup je peux récupérer la fameuse chefferie de Kite. Donc que je viens de capturer, qui est là. Donc je viens de capturer l'évêché. Et je peux bien entendu faire la même chose. C'est une des seules façons de contourner les trucs relous liés à la loi salique. Hein. C'est qu'en début de règne, il va forcément y avoir des clowns qui se rebellent. Quand ils sont pas trop dangereux.
Alors lui je peux pas. Pourquoi je peux pas? Ah, et je peux pas parce que en fait il s'est pas rebellé. Il s'est pas rebellé pour la même chose. Donc je peux pas en faire grand chose. Tyrannique, etc. Il peut éventuellement se racheter auprès de lui-même et il va immédiatement recommencer à comploter contre moi. Je veux ni passer pour tyrannique, ni voler des trucs auxquels j'ai pas droit. Je vais le laisser croupir là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc on me repropose de me cacher. Et j'ai toujours donc mon problème de mon frère qui veut me tuer. Alors, ironie du sort, si jamais il parvenait à me tuer, je me mettrais à incarner mon propre frère dans le jeu. Enfin, je me mettrais à incarner mon assassin. Est-ce que ça ne ferait pas un super concept de série télé? À chaque épisode, quelqu'un assassine quelqu'un d'autre et on suit la personne après. Hint pour la saison 3 de True Detective. Si dans les 3 spectateurs qu'on voit actuellement, il y en a un qui bosse pour HBO, pour Showtime, pour Netflix. J'ai plein de mauvaises idées comme ça. Ah bah je serais pas resté tranquille longtemps. Donc qui est-ce maintenant? C'est mon chancelier, on n'est vraiment jamais tranquille. Et on n'est jamais vraiment en sécurité auprès de ses amis. Encore un donc qui souhaite monter un bout de rébellion. C'est parti, pouet pouet tagazou. Alors j'arrive même pas à voir. J'arrive même pas à voir où il se rebelle en fait. Je suis confusion parce que j'ai un gars qui se rebelle et je ne sais pas où il est. Ah, c'est parce qu'il est dans la mer des Shetland. C'est cette fameuse île que je croyais bien tranquille au bout de nulle part. Et dont j'oublie qu'elle est tout le temps à moi. Bon, c'est pas grave, on va faire... Alors je suis un peu sans voix parce que je m'attendais pas à devoir faire une intervention militaire. Hop. De cette sorte. Il va me falloir du coup mes bateaux. J'en ai pas beaucoup je crois, voire j'en ai pas du tout, mais c'est pas grave puisque je devrais pouvoir demander des navires conscrits, etc. Mais non, en fait, je ne peux pas non plus. Je peux lever ma bon sang d'armée tribale, mais je pourrais pas l'emmener au Shetland, donc ça c'est un peu con quand même. Bah, je vais compter sur mes vassaux qui doivent eux avoir des flottes. Oh la pauvre Muriel Boll, Mad Misser n'a pas de tuteur. Donc là, bon, je vais donner ça à mon vassal principal. On va gérer ça comme ça. Alors là, par exemple, vous remarquez que du coup qu'il y a beaucoup plus de vassaux que la dernière fois qui répondent à mon appel. C'est parce qu'en fait, tout bêtement, le fait qu'il y en ait déjà 2 qui aient perdu la guerre, ça les a massivement calmés. Et au fur et à mesure que les années de règne passent, il y a évidemment de moins en moins d'opposition interne, les gens s'habituent à avoir le même roi, et mécaniquement l'opposition des vassaux qui n'ont pas de revendication particulière sur le trône augmente. Voilà, j'ai pas de chancelier. Hop. Encore un enfant sans tuteur. Ah, c'est la fameuse Sarah Canual qui est paresseuse. Ah, Deo Silimon, il est encore vivant. Bon bah... C'est le compagnon de taillage de haie de mon grand-père, si vous vous souvenez du premier épisode.
Alors là, je me retrouve dans une situation qui est quand même assez atypique du fait que je peux pas avoir de... Voilà. Je peux pas avoir de navire et je pense que lui non plus. Du coup... Donc lui il propose une paix blanche. Comme c'est lui qui a déclenché la guerre... Ah oui, est-ce qu'il se retrouve du coup en rébellion sans avoir assez d'hommes pour prendre mon château? Moi je suis contre lui mais sans avoir assez de bateaux pour aller l'envahir. Donc personne peut gagner, et comme c'est lui qui a déclenché la rébellion, au bout d'un moment il va perdre automatiquement, donc il propose une paix blanche que je vais raisonnablement accepter. Et il est enfermé, voilà, il accepte de se rendre en fait. C'est un peu débile, il me déclare la guerre et 3 mois après il me dit oh, bah, je suis désolé, je me constitue prisonnier. Mais il n'est pas considéré comme un traître en vertu des lois de la couronne, donc on va pas lui annuler son titre. Je vais démobiliser de ce pas mes troupes. Donc plus ça passe et plus il m'empêche en fait d'aller déclarer la guerre au roi de Fib. Ce que je vais faire de ce pas en fait, parce que plus ça passe et plus il va y avoir des abrutis qui se rebellent. Donc, hop, reconquérons notre capitale. De ce pas. Alors, on va demander un petit coup de main au roi de Bavière. Il m'aidera pas plus que moi je l'ai aidé, hein, mais on va lui demander quand même. Et on va, hop, se dépêcher d'échouer à rassembler nos... Alors, tac, tac, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, le roi de Bavière va venir m'aider, et là il est absolument pas impossible qu'il le fasse pour de vrai. Tous mes autres vassaux, évidemment, s'y mettent aussi, ce qui représente des troupes assez importantes. Ils vont envahir Fib assez vite, donc probablement me débarrasser de l'armée du chef bridé. Je ne devrais pas systématiquement imaginer un chinois quand on parle du chef bridé depuis le début de cette partie, mais mon cerveau inconscient de mauvais goût n'arrête pas de le faire. Notez que je ne fais pas d'imitation ridicule, ce qui est vraiment mieux pour tout le monde, y compris pour le respect. Une fois que j'aurai récupéré Fib, je devrais aussi récupérer une interface maritime, donc régler justement ces petits problèmes de navire. Bon, le siège de Fib va assez vite puisqu'on est à peu près on est à peu près 5 contre 1, donc le siège est total et rapide. C'est une affaire de mon avis de 2-3 mois. Ce qui n'est pas beaucoup pour un siège médiéval. Moment culture, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne seraient pas passionnés du Moyen-Âge, mais qui seraient quand même en train de regarder cette vidéo, donc pour les masochistes, la guerre médiévale était pas si souvent que ça une guerre de bataille, c'était quand même souvent beaucoup une guerre de siège, tout simplement parce que les gens avaient construit des grands châteaux, et pourquoi aller se faire tuer dans une prairie quand on peut rester un petit peu tranquille dans un grand château? Pendant ce temps, je gagne de la technologie. Alors je pourrais évidemment pour... Ah, il se passe encore des trucs qui me font pas plaisir. Donc, un usurpateur. Ah bah voilà, ça manquait encore. C'est une déclaration de guerre. Ah oui, donc c'est les gens de cette région. Oui, c'est les territoires que j'ai envahis à la fin du règne de mon père. Ça m'arrange moyen, c'est pas grave. Ah, qu'est-ce qui se passe? Encore un autre. C'est les chansons du Kent qui me déclarent la guerre aussi. En gros, tous les territoires gallois, de culture galloise du sud, profitent de ma situation de mi-faiblesse, on va dire, pour pour essayer de regagner leur indépendance de gallois face à ma monstrueuse culture écossaise. Donc, ils ont
marre de manger des chardons, ils veulent construire des tardis à la place. C'est fou parce que je sais absolument très peu de choses sur la culture galloise, donc je ne peux même pas balancer des stéréotypes au pif. Parce que tout serait à base de remarques très gênantes comme ils ont un accent ridicule, Doctor Who, Doctor Who, Doctor Who. Donc vous voyez, une petit aspect de chaos sur la carte, mais en vrai je comprends ce qui se passe à peu près. Je comprends là par exemple que mes vassaux ne sont vraiment pas très pressés de me filer le coup de main que j'attends. D'aller débarrasser les armées ennemies un petit peu, voilà. Ah tiens, pendant ce temps, la guerre, vous vous souvenez de la guerre bavaroise italienne dans laquelle je suis supposé participer? Eh bien je suis en train de me faire humilier, enfin mon camp est en train de se faire humilier après avoir pourtant bien commencé. Ce sera donc officiellement la seule guerre que les Italiens auront gagnée de toute l'histoire. Il en fallait bien une. Je suis pas absolument certain de me battre du côté des Italiens d'ailleurs. Oui, moi je me bats du côté des Bavarois. Hein. Whatever. Ça ne va pas du tout. J'ai une armée de 2000 hommes qui... Bon, c'est l'armée de ces fichus rebelles gallois. En fait, elle est plus importante que prévu. Néanmoins, là, j'ai écrasé le chef bridé. Donc je peux finir cette guerre. Il reconnaît qu'il a perdu, à moins 98% quand même. Et je deviens... Bah, je deviens quoi du tout? Il valide pas la proposition de paix. C'est moi qui n'ai pas cliqué sur le bouton ou... Donc on lui offre la paix. Ah d'accord, il étudie encore notre offre. Ah oui, il a 15 jours pour répondre, je ne sais pas pourquoi il attend. Voilà. Il a gagné. Je devrais pouvoir lui annuler son titre, mais il va pas être d'accord, donc on fera ça plus tard. Donc pour le moment, il est simplement mon vassal, c'est-à-dire que il change de chef. Donc il devient automatiquement opposé à mes ennemis. D'où le fait que là, ils soient en train de se battre alors qu'ils étaient alliés avant. Il y a une mécanique qui est évidente, qui est celle mécanique les ennemis de mes ennemis, etc. Qui s'applique dans n'importe quelle guerre et qui s'applique là aussi. Alors bon, la situation étant telle quelle, je vais donc utiliser toute ma notoriété pour mon armée de 2500 hommes. Donc la fameuse armée tribale qui est un peu le super pouvoir des Écossais dans Crusader King. Ah, mon épouse est enceinte. C'est bien, puisque je n'ai toujours pas d'héritier, et que mon héritier est un sale type qui veut me zigouiller. C'est bien si on n'en reste pas là. Donc voilà, grâce à mes 2500 soldats, j'ai non seulement écrasé l'armée ennemie, mais j'ai aussi vaincu l'évêque Cutred, qui est donc un des commandants gallois. Là je vais aller au secours de mon autre armée qui est en train de lutter défavorablement. Alors, oulala, il semblerait que l'enfant de ma femme ne soit pas le mien parce que les dates ne concordent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait la camionnette de boucher juste devant le château à des heures où j'étais pas là, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique. Du coup, apparemment ça m'empêche de dormir. Alors j'ai le choix entre engager un détective privé, ça existait déjà en 800 manifestement, ou lui dire que j'ai confiance. J'ai manifestement d'autres problèmes en ce moment, qu'on va dire que je fais confiance à la brave Eyuela de Bavière. En plus j'ai pas envie de courroucer son papa, donc ben non, j'ai confiance, voilà. Le boucher était vraiment venu livrer de la viande.
Donc pendant ce temps, mais que se passe-t-il? Ah, que se passe-t-il? Je vais perdre mon armée régulière, voilà. Pendant ce temps, j'ai gagné ma deuxième bataille, donc la deuxième armée rebelle est écrasée aussi. C'est l'héritier de la Galles du Sud. Donc c'est bien, ça me fait quelqu'un éventuellement à rançonner. Voilà, ma pauvre armée régulière est fichue. Je peux essayer de la faire fuir, mais ça changera rien. Donc là, bon bah, grâce au merveilleux super pouvoir écossais, la bataille va s'arrêter assez vite. Ah, tiens, sachant que les rebelles ont manifestement un problème de pillard. Hop. Voilà, on va commencer le moment relou de la partie de je change 45 fois de territoire pour échapper à mes troupes. Que si je laisse perdurer, ils vont relever sans arrêt des 19 troupes, 6 troupes, 8 troupes. Donc ça, je pense qu'ils ont dû essayer, hein. Je pense que Paradox a dû essayer de faire des tonnes de mises à jour pour essayer de rendre le comportement de l'intelligence artificielle un tout petit peu plus crédible en temps de guerre. Ils n'ont jamais vraiment réussi. Ils se comportent vraiment comme des idiots. Par exemple, il s'est jeté sur mes vassaux. Donc là, ils vont dans le territoire de Lot. Et, misère, j'ai été blessé en combat. Tout ça pour ça. À 10 contre 1 blessé en combat. C'est un peu une famille de bras cassés sur le champ de bataille parce que je pense me souvenir que c'est pas le premier à qui ça arrive. Le père qui est mort de la variole. Voilà. Les dernières armées ennemies sont quasiment foutues. Alors contre qui je suis en guerre exactement? Ça me semblait pas évident. Voilà, on va aller. Ah, pourquoi j'ai perdu hein? Il n'y a pas de raison. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Parce que je me suis trompé de bouton. Alors il y a bien entendu, il y a des mécaniques qui permettent d'assimiler la culture d'un pays. C'est pas, les coûts ne sont pas nuls, mais en général la récompense est pas mal. Alors dans tous les jeux Paradox, c'est pas géré de la même manière en fait. Dans Crusader Kings, c'est géré de manière plus simple que par exemple dans Victoria, où il y a une gestion très très poussée dans Victoria des cultures et du peuplement, etc. Ça va pas si loin que ça dans Crusaders. Mais il y a quand même moyen de soit d'assimiler une culture, soit de la reconnaître comme légitime, soit d'assimiler une religion mais pas une culture. Il y a des manières de créer un petit peu une mosaïque d'empire à peu près cohérente. Sachant que si on s'étend sans le faire, on a systématiquement 12 000 rébellions sur le dos. Ou alors on se retrouve avec une unité incohérente et des vassaux qui répondent pas à l'appel, un petit peu comme dans les satrapies perses de l'époque antique. Donc voilà, ma troisième fille est née, elle s'appelle Morag, et voilà, ça m'inquiète un petit peu sur mes histoires de succession, sachant qu'évidemment on peut chambouler un peu les rois de la couronne, mais pas directement passer du salique patrilinéaire à du matrilinéaire pour que les filles héritent, etc. C'est beaucoup plus long que ça. Donc pour l'instant je n'ai que des filles. Ça m'empêche pas de les aimer, mais je ne peux pas leur filer le territoire. Même si je veux très fort. Alors je pourrais
faire appel à mes vassaux une nouvelle fois pour qu'ils viennent me filer un coup de main. Ceci dit, je suis déjà en telle situation de supériorité numérique avec ma tribu, ça va. On va les laisser tranquilles. Sachant que pour une raison qui m'échappe, mes ennemis se battent entre eux. Donc, je vais pas les en empêcher. Donc voilà, la guerre contre Ethelbert, elle est faite. Du coup, lui il perd du prestige, il me paye une rançon. Et il perd sa revendication. Ça c'est bien, parce qu'une perte de revendication, ça fait qu'il ne peut plus m'attaquer sans raison, même à l'issue de la trêve. Voilà, il admet que ce territoire appartient aux Écossais et non pas aux Gallois. Ce qui donc va me permettre... de régler mon dernier petit problème, ça devrait aller assez vite. Puisque, bon, notamment, les Anglais ont décidé de m'aider. On va pas les contrarier. Alors, sachant bien entendu que les Anglais ont eux-mêmes des revendications sur tous ces territoires-là. Puisque tous ces territoires de culture galloise, mais situés loin du pays de Galles, en fait, sont en rébellion par rapport au royaume de Northumbria. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à lire le magnifique manga Vinland Saga qui parle un petit peu de la situation géopolitique de l'Angleterre de ces années-là. Donc, en plus d'être blessé au combat, je suis maintenant malade. La guerre se passe bien, mais ma santé ça va pas fort fort. Alors, mon demi-frère Jérôme, que je n'aime pas trop je crois, mais qui a une bonne opinion de moi, il me demande de me passer un moment en famille pour me réconcilier avec mon demi-frère. Alors, essayons de jouer roleplay. Est-ce que mon roi est intelligent? S'il est intelligent, il ne fera pas ça. Rappel, mon demi-frère essaye de me tuer, et je suis au courant. Ben, étant donné que je suis blessé et malade quand même, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis aussi avare, orgueilleux et tout, mais je suis très con en fait. Voilà, j'ai moins de la moyenne en érudition, donc disons que c'est une bonne idée, j'y vais, ça me changera de mes blessures et de mon rhume. Eh bien, c'est vrai que c'était manifestement pas un piège, puisque mon demi-frère et moi nous sommes réconciliés autour d'un bon sanglier, au chardon. Pour le moment, il devrait moins essayer de me tuer. Voire peut-être même, je pourrais éventuellement lui demander d'arrêter de comploter contre moi. A priori, il accepterait même. Votre demande est juste, j'avais manifestement tort d'intérêt. On dirait la fin d'un épisode de Notre Belle Famille, c'est merveilleux, tout le monde est réconcilié. On fait un complot de moins sur les bras. J'arrêterai peut-être cet épisode 3 sur le retour de la paix et la prise de la capitale. Ça fait une bonne fin, je trouve. On va finir d'écraser les revendications sur mes territoires gallo-écossais. Ça fait un petit peu longtemps. Ah, question qu'on me pose sur le chat, à quoi servent les navires marchands conscrits? En fait, les navires marchands conscrits, ils servent quand on n'a pas de flotte. On peut se créer une espèce de flotte de mercenaires gratuits de bateaux. Qui est une décision qu'on peut prendre, je crois qu'en début de partie.
Ça permet pendant une guerre dans laquelle on peut pas créer de flotte facilement, d'avoir quand même un accès à la mer. Hein. Ça me serait utile par exemple si je voulais envahir l'Écosse ou si j'avais voulu envahir les Shetland pendant la guerre précédente. Tiens, mon nez ne coule plus et je ne suis plus malade. Mais là, étant donné que je me bats contre des territoires on ne peut plus terrestres, je vais pas mobiliser la flotte de marchands qui je crois me coûte un petit peu d'argent quand même. Je vais prendre des bateaux juste pour le show-off, en plus après je vais oublier de les démobiliser. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, le roi Hywel, il est vaincu. Donc il me paye son petit écho. J'ai gagné tout ça, tout ça. Donc on va ramener les troupes à la maison et les démobiliser à la maison. Car si on ne démobilise pas ces troupes à la maison, il y en a une grosse partie qui se perd dans la nature. Et on n'a pas envie de ça. Hop, voilà. Et l'armée écossaise également. On me propose toujours de me cacher, hein, je vais éviter de le faire. Du coup, je peux enfin investir dans la technologie et faire ça tranquillement. Parce qu'effectivement, j'ai récupéré pas mal de points techniques. Donc partout où je peux, hein, j'augmente la construction navale. Justement pour pouvoir après me faire des bateaux, parce que là je suis un tout petit peu limité et un peu isolé. Toc toc toc. J'augmente aussi les infrastructures de la cité parce que j'ai besoin de beaucoup plus d'impôts. On va faire un petit tour là pendant que c'est quand même relativement tranquille. On va faire un petit tour de l'Europe pour voir ce qui s'est passé ces dernières années en Europe. Donc le royaume des Carolingiens, ça va. À part ce petit bout de Bretagne qu'ils ont perdu sur un malentendu, ça va, ça se débrouille. Ils n'ont pas réussi à envahir la Saxe, mais c'est bon. La guerre entre la Bavière et l'Italie n'est pas en train de tourner en la faveur de mes alliés, ça ne m'arrange pas, mais c'est pas grave. Les Omeyyades ont quasiment réduit à néant le royaume des Asturies. Mais ça arrive à quasiment toutes les parties, parce qu'encore une fois, au 9e, 10e siècle, les Omeyyades sont plus puissants que ce qu'ils étaient dans la véritable histoire. Sinon, en fait, ils seraient pas intéressants à jouer. Un des premiers DLC qui avait été ajouté par Paradox, donc le DLC pour pouvoir jouer les pays musulmans, avec des mécaniques propres, notamment les mécaniques liées à la gestion de à la gestion du harem, à la gestion des complots internes aux différentes dynasties musulmanes, etc. Mais tout ça en fait n'a pas vraiment pondéré le fait que ces nations-là sont très puissantes en début de partie, simplement pour, comme notamment en Espagne, elles sont en minorité par rapport au reste de l'Europe, sinon elles seraient écrasées au début. Mais du coup elles ont tendance à écraser un peu plus les royaumes espagnols qu'elles l'ont fait vraiment dans l'histoire. En général ça se tasse au bout de quelques générations, à cause des mécanismes de décadence qui ont été implantés justement pour pondérer un peu la taille de leurs armées. L'autre truc d'ailleurs qui rend injouable les 8e et 9e siècles
quand on veut jouer par exemple l'Empire byzantin ou l'Inde, etc., c'est ce fameux Empire abbasside qui en début de partie est puissant mais de manière complètement délirante, et ça reste comme ça à peu près parfois jusqu'en l'an 1200, jusqu'au débarquement des hordes mongoles, qui en général calment un tout petit peu quand même les ardeurs. Alors, vous savez, ces territoires qui sont grisés dans la carte du début, en fait c'est de là que débarquent les Mongols un petit peu plus tard dans le jeu. Dans les autres DLC qui ont été implantés, qui sont intéressants, il y a Old Gods, donc le DLC Viking, qui donne un pouvoir assez puissant aux Vikings en leur donnant un port quasiment dans toute leur province et en supprimant les pénalités d'invasion pour tout ce qui est en dehors de leur culture. Donc on voit que l'effet direct, c'est qu'en général ça crée très vite des grands royaumes, une espèce de pseudo-royaume de Suède qui se crée ici. Donc une des blagues récurrentes de tous les jeux Paradox, comme c'est une société suédoise, c'est qu'ils prêtent une puissance absolument délirante à la Suède, parfois de manière parfois grotesque. J'ai déjà vu des Suèdes qui s'étendaient jusqu'au milieu de la Russie sans raison apparente. Alors, oh, on m'invite encore à un repas de famille, ça s'est super bien passé la dernière fois, j'y retourne. Ah, encore un excellent moment, voilà, mon demi-frère devient la personne la plus aimée de tout mon cœur. Bon, donc on se disait que ce serait pas mal forcément de se terminer cette petite partie sur l'invasion tranquille des bouts qui me manquent en fait de l'Écosse. On a dit qu'on essayait d'aller au moins jusqu'à l'ancien mur d'Adrien. Ce qui est logique en fait, hein, c'est pas de l'impérialisme délirant de ma part, c'est simplement qu'en fait, non seulement j'ai des revendications sur leur territoire, mais que eux ont des revendications sur le mien. Donc, tant que j'aurais pas intégré, enfin, tant que j'aurais pas transformé ces gens en mes vassaux, ils persisteront en fait à me déclarer des guerres ponctuelles, ce qui est fâcheux. Moi, là, j'étais sur le point quand même de déclencher une guerre avec 180 hommes. Ce n'était pas une bonne idée. On va attendre un petit peu, à moins que mes troupes soient pleinement reconstituées et que j'ai suffisamment d'or pour m'assurer une petite aide mercenaire. Ou suffisamment de prestige pour aller chercher mes habituels conscrits. Alors, donc là j'ai un courtisan ultra obscur hein, qui vient essayer de prendre la place d'un de mes évêques. Non merci. Non merci. Ah oui, il y a l'histoire de l'escorte aussi que je pouvais créer. Je ne peux pas encore créer d'escorte, c'est trop tôt dans le jeu. Alors, ah, mais ça faisait bien longtemps. Le chef de Fib, que je viens d'envahir, me dit qu'il devrait immédiatement être nommé roi d'Écosse, mais voilà, qui ne tente rien n'a rien. Spoiler non. Il tente sa chance, ta. Bon, alors là, c'est une guerre qui va être menée en totalité par mes vassaux, puisque je suis sorti un petit peu trop lessivé de la dernière guerre. Ça m'arrange moyen parce que je vais leur être bien trop redevable, mais que voulez-vous? Alors... Yeshiel de Parme, il n'est plus mon maître espion, pourquoi? Eh bien, oh bah il est parce qu'il est décédé. Bon, bah, c'est pas la pire raison pour démissionner. On va... Ah, ouh, j'ai un intrigant niveau 24, je ne savais même pas qu'il y avait des niveaux au-delà du niveau 20.
C'est merveilleux, on va pas le contrarier ce monsieur là, on va tout de suite lui donner une merveilleuse et belle mission d'espionnage. Pourtant que j'ai pas réhabilité d'ailleurs. Donc voilà. Mes vassaux donc tiennent en respect le misérable armée de Fibre. Je suis en train de dire ça, ils sont en train de se prendre une raclée. Non, c'est bon, ils ont gagné. Alors, vous l'aurez remarqué, cette partie est devenue quand même beaucoup plus martiale que n'étaient les deux épisodes précédents, même s'il y a une longue guerre dans l'épisode précédent, c'était pas le cas pendant toute la première partie. Et j'avoue que c'est un tout petit poil relou. Et ça c'est dû au fait que les lois de la couronne en fait sont assez laxistes. C'est souvent le cas en début de partie. Donc mes vassaux ils font un peu ce qu'ils veulent, y compris me déclarer assez facilement la guerre. Ah, ma vieille blessure est guérie et je reste avec une belle cicatrice Tyrion Lannister style en travers de la tête. Notez que contrairement au Lannister, j'ai toujours un petit peu fait attention à éviter de me marier avec ma sœur. Ce qui fait que pour l'instant j'ai pas encore de cinglés trop dans ma famille, j'en ai chez mes vassaux, mais moi ça va. Donc là où, que se passe-t-il? J'ai des grosses armées qui se lèvent dans les territoires voisins, ce sont des révoltes paysannes à mes portes. Ça ne me concerne pas directement. C'est jamais très bon parce qu'en fait, alors, autre mécanisme intéressant, les révoltes paysannes, un peu comme les jacqueries effectivement de cette époque-là, sont pas limitées en termes de territoire. C'est-à-dire que elles peuvent très bien commencer dans un pays et s'étendre sur les provinces alentours en ignorant les frontières. Et c'est tout à fait logique pour la simple et bonne raison que quand on parlait du concept de frontière à un paysan du Moyen-Âge, ça n'avait aucune forme de sens. La frontière c'était le village en lui-même, c'était de village en village, sachant qu'en plus la plupart des villages étaient eux-mêmes séparés par des barrières, des douanes et compagnie, ça n'avait pas de sens. Donc quand il y avait des révoltes paysannes, j'avais tendance à enflammer toute une province indépendamment du fait qu'on se révoltait contre tel ou tel seigneur. Et c'était souvent des révoltes qui ne remettaient pas en cause la féodalité, mais qui remettaient simplement en cause le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de protection, pas suffisamment de sécurité, pas assez de pain dans les fournils, pas assez d'eau dans les réservoirs, ou que les taxes étaient trop élevées. Donc, en général, on brûlait tout jusqu'à se faire génocider, ou jusqu'à ce que le seigneur cède et accède aux revendications. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le duc de Lot nous déclare la guerre. Mais non, quel pattern. Voilà, de toute façon, ça c'est la raison que j'expliquais pour laquelle il faut impérativement que je déclare la guerre à tous ces seigneurs là, en fait, tous ceux qui sont là. C'est que sinon ça ne s'arrêtera absolument jamais. Donc, je vais relever mon armée tribale et c'est reparti. Je vais faire une référence très 2001 en disant c'est parti pour le show, c'est parti, tout le monde est chaud. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que cette succession de guerres qui dépasse mon armée féodale, qui fait que je sois obligé de recourir en permanence à mon armée tribale, ça fait énormément baisser mon prestige qui du coup ne monte pas. Et du coup m'empêche d'obtenir tous les bonus liés à un prestige haut, comme un respect supérieur des vassaux.
Donc là je devrais en finir assez rapidement avec mon petit problème de lot. Tiens, j'ai des gens de l'île de Man qui ont débarqué, ça me dépasse un peu. Pourquoi suis-je en guerre avec les gens de l'île de Man? Parce que il y a une espèce de coalition bizarre en fait de Bretons et de gens d'îles bizarroïdes qui fait partie de coalition contre moi. En attendant, j'ai quand même gagné mon autre guerre qui devrait, hop, voilà. Donc le chef bridé, il a bien tenté sa chance, il a bien perdu. Maintenant, il est en guerre, il est en prison après avoir été en guerre. Est-ce que lui, il est considéré comme un traître? Oui, il est considéré comme un traître et j'ai des revendications. Hop, ça y est, voilà, j'ai récupéré ma capitale, qui était un petit peu l'objectif de cette session de jeu. J'ai récupéré donc l'usufruit de cette capitale sur lequel il y a quand même une grosse armée qui peut se reconstituer. Ça aurait été compliqué, il aura fallu rencontrer un roi suffisamment bête pour qu'il me déclare la guerre. Voilà, tout est bien qui finit bien. Je vais envoyer mon armée de conscrits loin au nord, là où il n'y a pas d'armée ennemie. Et plutôt que de lever le siège, je vais aller écraser leurs troupes. Vraiment une partie très martiale. Ça va se calmer un peu pour qu'on puisse faire d'autres trucs rigolos comme des banquets ou des expériences bizarres de mariage. Oh, le roi Canual, il est retombé de cheval, il s'est encore fait mal. Oh là là. Ça commence à m'agacer aussi un peu. Il devrait peut-être arrêter de mener ses troupes, cette andouille. Non, il a un côté survivor. Il est blessé, malade, couturé de partout. À chaque fois qu'il fait un truc, il se blesse. Il va à des, il a survécu à des trucs où manifestement c'était sûr qu'on allait l'empoisonner. Il est quand même cul bordé de nouilles un peu. Je sais pas s'il y a un mot pour ça, pour les gens qui sont très malchanceux mais qui survivent en permanence. Donc là, j'ai quand même un coup de peau lié à l'absence d'intelligence artificielle ennemie. C'est qu'il m'envoie plein de toutes petites armées les unes après les autres, ce qui fait monter mon score de victoire parce qu'il ne gagne pas. Oh, bah mon frère mon demi-frère qui voulait me tuer et qui n'a pas de travail, il devient mon maître espion. Pif paf pouf. Donc ils vont aller se réfugier chez les Gallois. Tiens, voilà, oh bah j'ai eu un fils, ça me résout bien mes problèmes. Donc mon fils qui va probablement tenter Tarla, donc j'avais déjà eu un Tarla. Qui va probablement encourir des terribles tentatives d'assassinat de la part de son oncle. Et pour le moment tout va bien. J'ai réussi mon ambition qui était d'avoir un fils. En attendant, la seule autre ambition que je peux choisir c'est d'être le plus glorieux des hommes, ce qui n'arrivera pas puisque c'est lié au prestige. Il y a des histoires d'usurpation qui me concernent pas directement. Bon, lui, est-ce qu'il pourrait s'avouer vaincu? Non, bien sûr. L'IA ne s'avoue jamais vaincu. Bon, avec qui que je suis en guerre là, qui est pas loin? Allez, si potentiel. Donc là, bon bah là je vais m'arrêter à la signature de la paix puisque mes principaux objectifs d'aujourd'hui sont bien remplis. On est en l'an 804. Oups, je peux pas porter le siège ici. Je peux pas porter le siège ici non plus. Pourquoi?
peu de mal à comprendre contre qui exactement je suis en guerre. Contre cette armée de 3 personnes là. Donc il va bientôt falloir que je rende l'antenne, mais on va quand même essayer d'en achever avec cette guerre. Brie 2, qui est ma demi-sœur, il faut la marier. Allez, ce sera avec le roi des Asturies. Bientôt. Tac. Non, pas du tout, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train d'essayer de lui faire épouser un courtisan. On va arranger des fiançailles. Ah, mais c'est pas ce que je veux faire du tout. Bon, je comprends plus du tout l'interface de mariage, c'est pas grave, je ferai ça un tout petit peu plus tard. Je veux vraiment finir cette guerre à la con. Ah, il a relevé une grosse armée, c'est bien. Je vais pouvoir lui expliquer qu'il faut pas faire ça. Je trouve. 99% de score de victoire, il s'avoue pas vaincu. C'est un petit peu caricatural. Alors là, par exemple, pour répondre aussi à la question de tout à l'heure, je pourrais tout à fait aller envahir l'île de Man avec mes bateaux conscrits. Ah, encore un qui vient me baver sur les rouleaux. Donc c'est le chef de Fidak, prétendant vague au Pictland. Il veut la haute chefferie de Fort Ryu, fortement disputée si vous vous rappelez bien des épisodes précédents. Eh bien on va lui dire non. Là j'ai quand même pas mal d'or et plein de soldats. Donc un détachement de soldats sur la 21. Ça c'est le chef Oswald qui veut des trucs. Oh, je peux payer le fermier, voilà, je suis gentil. J'ai ma deuxième blessure qui a guéri. Donc là je sais absolument plus qui envahir pour gagner en fait. D'ailleurs j'ai l'impression de me battre contre un ennemi sans fief. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc en fait il faut que j'aille lui expliquer un petit peu la politesse dans son fief que je n'avais pas vu, qui était un petit peu au sud. Je suis un petit peu distrait. Veuillez me pardonner de mes errances géopolitiques et d'avoir tourné en rond dans mon propre royaume pour battre des armées de 3 personnes. Bon, ça va aller assez vite. Bon, en tout cas, je remercie encore une fois les courageux qui ont regardé ça jusqu'au bout. Donc ça a été forcément un épisode 3 qui a été assez peu riche en rebondissements puisqu'il a totalement il a été totalement constitué de minuscules vassaux qui se rebellaient dans tous les sens et de Gallois énervés et qui se jetaient dans la bagarre sans raison. Là je commence à être un petit peu à mon avis à court de problèmes pour toutes ces difficultés là. Je pense que tous les gens qui doivent se rebeller l'ont fait.
Ils sont tous en prison, pour la plupart je peux encore leur retirer leur titre. Moi-même je vais avoir une armée un petit peu plus puissante, donc il va me permettre un petit peu de reconstituer Circa, le mur d'Adrien, enfin bref, d'unifier toutes les provinces auxquelles je peux prétendre en tant que roi d'Écosse. Et ensuite je m'attaquerai à mon prochain défi, qui sera là un petit peu de s'intéresser à toutes les îles du Nord, histoire de se fortifier un petit peu avant l'arrivée massive de Vikings, qui ne devrait pas manquer d'arriver dans tout le courant du 9e siècle. Mon siège s'éternise un peu, mais néanmoins j'en suis à 100% de score de victoire, donc mécaniquement c'est la règle, il a plus le droit de refuser, pouette 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 pouette. Donc voilà, on a gagné, l'Écosse est revenue à sa tranquillité normale. Eh bien je vous remercie. La prochaine fois, pourquoi je fais la voix de Jacques Chirac, ça n'a pas de sens. On va faire un petit sauvegarder et quitter, on va retourner au bureau, et voilà, donc à la prochaine, je ne sais pas quand, mais vu que maintenant j'ai 2 épisodes d'avance, on va dire que je calerai ça un petit peu n'importe quand, et je ferai comme d'habitude, à un moment donné ça me piquera, je commencerai à jouer, et je préviendrai personne avant. Voilà, des bisous, à bientôt.